Je n'oublierai jamais le son de son rire. Aigu, ivre, armé. Quand elle a pressé ses lèvres contre celles de son ex, juste devant moi. Caméra braquée, ses amis scandant. Il l'a mérité. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être son mari. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas tiré. Je suis resté immobile, mémorisant la façon dont elle regardait par-dessus son épaule au milieu d'un baiser, les yeux rivés sur les miens, me mettant au défi de réagir. Et je ne l'ai pas fait. C'était mon pouvoir. Elle pensait que mon silence était synonyme de faiblesse. Elle ignorait que c'était un calcul. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans dans une librairie. Elle était agenouillée au rayon philosophie, caressant du doigt des dos de livres qu'elle n'avait jamais lus. Elle s'est retournée, a souri et a dit « Tu as l'air d'être le genre de type qui réfléchit trop. » J'ai ri. Elle n'avait pas tort. À l'époque, elle me donnait l'impression d'être vue, comme si tous mes angles vifs valaient la peine d'être tenus. J'ai bâti ma vie sur cette illusion. Mariage, maison, projet d'enfant. Je croyais que son amour était une encre et une boussole. Mais les encres rouillent. Les boussoles peuvent être truquées. Le premier changement fut subtil. Le téléphone retourné au dîner. Le besoin soudain de soirée entre filles 4 fois par semaine. Sa façon de se moquer de moi auprès de ses amis, de me traiter de jalouse alors que je ne demandais que du respect. J'ai balayé ça d'un revers de main. On n'épouse pas quelqu'un en pensant qu'il deviendra un inconnu. On s'accroche. On rationalise. Jusqu'au soir de la fête. Elle s'appuya contre le bar, faisant tournoyer ses cheveux, riant au murmure d'un type. Je me suis approché calmement et lui ai demandé de ne pas dépasser les bornes. Elle a levé les yeux au ciel et a dit plus tard à ses amis « Il est obsédé par moi. Il pense que tous les mecs me désirent. » Et puis vint le baiser, la performance, les mains de son ex sur sa taille. Ses amis hurlant comme à la mi-temps, leur téléphone enregistrant mon humiliation. Quand je suis parti, elle ne m'a pas suivi. Au lieu de ça, elle a inondé sa story Instagram de vidéos d'elle en train de draguer des inconnus. Légende, voilà ce qui arrive quand tu essaies de me contrôler. À 3 heures du matin, elle rentra chez elle en titubant, empestant la vodka et la fumée, riant et marmonnant. Toutes les filles trompent. Au moins, je l'ai fait en face de toi. C'est là que j'ai compris. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais la tuer. La première étape a été la patience. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. J'allais travailler comme d'habitude, je l'embrassais sur la joue le matin, je préparais le dîner le soir. Je jouais le rôle du mari blessé mais passif. Pendant ce temps, je documentais tout. Capture d'écran de ses publications, photos de la fête, SMS qu'elle avait envoyés à ses amis, se vantant de m'avoir brisé. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout expliqué. Il n'a même pas bronché. On va l'enterrer, a-t-il dit. La deuxième étape était financière. Elle n'a jamais pris la peine de savoir d'où venait notre argent, ni comment il était structuré. Elle trouvait mon travail ennuyeux, oubliable. Ce qu'elle ignorait, c'est que la moitié de nos actifs étaient liés à ma fiducie familiale, hors de sa portée. J'ai transféré mes dépôts directs, clôturé mes comptes joints, transféré mes investissements vers des fonds protégés. Elle ne voulait pas toucher un centime au-delà de ce que la loi imposait. La troisième étape a été l'exposition. Discrète, chirurgicale. J'ai envoyé les vidéos et les captures d'écran anonymement à ses parents, à son patron, à ses frères et sœurs. Aucun commentaire. Juste des preuves. Lorsqu'elle a réalisé, les rumeurs avaient déjà commencé. Elle est rentrée un soir, le mascara maculé, criant à propos de faux amis et de personnes qui la jugent. J'ai simplement hoché la tête, comme si je ne comprenais pas pourquoi le monde devenait soudainement froid. L'étape finale était aujourd'hui. Elle s'est réveillée à midi et a trouvé la lettre sur le comptoir de la cuisine. Les papiers du divorce, soigneusement agrafés, surlignés là où elle devait signer. Épinglé dessus, une clé USB. Dessus, la compilation complète. Le baiser de son ex. Les chants. Ses histoires. Son insulte de 3 heures du matin. Chaque preuve, soigneusement rangée, horodatée. Une chronologie de sa trahison. La note était courte. Une seule ligne, point voilà ce qui arrive quand tu essaies de m'humilier. À 12h17, mon téléphone s'est mis à vibrer. 23 messages vocaux en moins d'1 heure. Sa voix était brisée par la panique. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me ruiner. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais saoul. Ça ne voulait rien dire. Je vais changer. Mais ne l'envoie pas à mon travail. Mais il était déjà trop tard. Son patron était motivé. Ses parents étaient motivés. L'avocat était motivé. Internet, enfin, je la laisserai s'en occuper. Et maintenant, je suis assis là,
en silence, à l'écouter supplier à travers mon téléphone. La même bouche qui se moquait de moi. La même voix qui criait « Il l'a mérité !» Maintenant tremblante, maintenant suppliante. Elle pensait que la trahison était une plaisanterie. Cette humiliation était un divertissement. Elle pensait que tous les hommes se brisent de la même manière. Elle n'a jamais compris que certains d'entre nous ne se brisent pas. Nous nous affûtons. Je ne suis pas désolé, ni pour elle, ni pour la vie que nous avons construite, parce que rien de tout cela n'était réel. Pas une seule fois elle n'a choisi de cracher dessus en public. Ce que je ressens maintenant, c'est de la clarté, froide, précise, libérante. Elle m'a donné une leçon. L'amour n'est rien sans respect. Et la trahison exige des conséquences. Alors, quand j'entends sa voix paniquée dire « Ne fais pas ça », je souris, parce que je l'ai déjà fait.